Bien, je crois qu'on a laissé le temps à tout le monde de pouvoir faire ce qu'il entendait faire comme networking ou coworking, tout ce qu'on peut appeler travail collaboratif là, pendant la pause. On va redémarrer, si vous voulez bien, avec 2 temps dans cet après-midi. Un premier temps qui est peut-être plus technique, même s'il y a une approche d'abord médicale avec Thomas Périchaud, puis une approche sur les questions de technologie avec Hubert Chiron, et puis après une table ronde avec des industriels et Madame Jolivet qui est déjà intervenue ce matin. Voilà, donc je propose de laisser la place sur ces 2 séquences-là d'une demi-heure avec Thomas Périchaud, qui travaille au Chic de Quimper. C'est un joli nom, hein, vous avez trouvé ça, c'est super, super chic même. Voilà. Et vous avez le triste privilège de nous passionner sur c'est quoi ces questions d'intolérance. On en a parlé ce matin, on a donné des chiffres, mais on n'a pas précisé c'est quoi, alors qu'on a vu avec les questions notamment que posait l'association des malades, qu'il y a vraiment c'est important de mettre au clair qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a aussi, je remercie les gens qui sont intervenus, il y a aussi des gens qui souffrent de ça dans la salle, donc c'est intéressant aussi de comprendre. Vous nous éclairiez un petit peu sur c'est quoi cette allergie ou cette intolérance. Est-ce que c'est une allergie d'abord ou une intolérance ? Allez-y, c'est à vous pour une demi-heure avec les questions de la salle. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour l'invitation de la part de la Technopole. Et je ne vais pas citer tout le monde parce que je vais en oublier. Donc moi je suis en effet médecin gastro-entérologue et nutritionniste, donc j'ai une double casquette pour vous parler du gluten. C'est 2 spécialités qui, à mon avis, sont un peu au cœur du sujet. Je ne vais pas forcément m'attarder sur le côté pratique, diététique, parce que je ne suis pas diététicien et j'aurais du mal à vous donner des conseils pratiques, mais plutôt sur le diagnostic et comment on fait la différence entre donc, ces 3 entités cliniques où il y a intérêt de prescrire une alimentation sans gluten ou un régime sans gluten. Alors régime, ce mot-là, nous on l'aime pas trop parce que régime, ça fait un peu appel à ce qu'on voit dans les magazines éventuellement féminins pour maigrir. Bon, on vous dit quand même régime sans gluten, RSG, là c'est mon acronyme que vous retrouverez. Donc le régime, c'est un seul et même. Il s'agit de faire une éviction stricte, plus ou moins stricte en fonction de l'entité clinique, on va voir, du gluten et des dérivés du gluten. Alors j'ai marqué entre parenthèses médicaments parce que l'amidon de blé est présent comme excipient dans beaucoup de médicaments, parmi le plus connu Doliprane. Alors Doliprane tant en comprimé qu'en gélule, là vous en aurez. Et donc il y a toute une liste qui existe pour les patients qui souffrent de ces pathologies-là, qu'on peut trouver assez facilement. Bon, le gluten, je rappelle rapidement, mais je pense que vous en avez déjà parlé ce matin. Donc c'est 4 céréales et les hybrides du blé, principalement le blé, qui est dû donc à des protéines qui sont dans ces céréales qui, grâce à l'hydratation et au pétrissage, vont former un réseau, le réseau de gluten. Donc, j'ai mis un petit schéma avec la gliadine et la gluténine pour je suis un peu trop loin peut-être, pour le blé, qui vont aller s'associer avec de l'eau et des sucres pour former le gluten. Donc du gluten, on aura dans tous les produits à base de céréales. Donc ça, c'est généralité, le pain, les pâtes, biscottes, biscuits, pâtisseries, mais aussi de façon beaucoup plus cachée, et c'est là que c'est un peu compliqué pour les patients, c'est dans les conserves, dans les sauces, dans les plats préparés, dans les charcuteries, panures, chapelures et tout ça. Donc un seul régime, mais plusieurs raisons de suivre éventuellement ce régime. Bon, la première cause et la plus connue, c'est donc l'intolérance au gluten, l'intolérance vraie, j'ai marqué entre guillemets parce que on peut parler d'intolérance alimentaire beaucoup moins précise, et donc c'est la maladie cœliaque ou entéropathie au gluten. Entéropathie, entéro, c'est le tube digestif, donc le principal organe touché, c'est l'intestin, mais en fait, il y a d'autres atteintes extra-digestives. Alors j'ai mis entre parenthèses l'ataxie au gluten. L'ataxie, c'est une atteinte neurologique, je développerai un petit peu après. La dermatite herpétiforme, c'est une forme dermatologique. Il y en a d'autres formes. En termes de prévalence, c'est-à-dire que dans la population, c'est entre 0,5 et 1% de la population. Il y a vraiment un gradient en fait en fonction des pays du monde, parce que les pays du Nord vont être beaucoup plus touchés que les pays du Sud. Les pays industrialisés encore plus que les pays en voie de développement. Par exemple, en Afrique, il n'y a quasiment pas de maladie cœliaque, ça faut le savoir. Deuxième tableau clinique, l'allergie au blé ou allergie au gluten. Donc là, c'est une réaction vraiment immuno-allergique. Il y a vraiment une allergie, je détaille un petit peu après, ce qui pourrait concerner jusqu'à 4% de la population, mais ça me semble
un peu moins fréquent quand même que la maladie cœliaque en pratique. Troisième tableau, plus fréquent, jusqu'à 6% de la population, c'est l'hypersensibilité au gluten non cœliaque. Alors ça, on va pas mal en parler parce que c'est là que c'est un peu compliqué à comprendre. Et donc, il y a plein d'autres raisons. Les gens qui font ça par convenance, par confort, bon, pour maigrir ou pour d'autres raisons. Et là, ça pourrait toucher jusqu'à 20% de la population mondiale. Alors en France, on est peut-être un peu moins impacté. Moi, j'ai retrouvé plutôt 7,5% en France de population qui suivrait un régime sans gluten à un moment de leur vie. Cette classification, ce n'est pas que spécifique au gluten, c'est toutes les réactions indésirables aux aliments. Alors, soit les réactions sont immunologiques ou non immunologiques. Quand c'est immunologique, il y a vraiment un mécanisme avec le système immunitaire, donc on parlera vraiment d'allergie alimentaire. Et quand c'est non immunologique, c'est plutôt une intolérance. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'intolérance en gluten. On fera vraiment la différence entre l'intolérance en gluten, maladie cœliaque, et une réaction immunologique et l'intolérance alimentaire. Alors, je vous développe un petit peu la deuxième partie du tableau parce qu'on n'en parlera plus après. Quand on a un déficit, par exemple, en enzymes, alors le plus connu, c'est le déficit en lactase, l'intolérance au lactose, ceux qui ne supportent pas le lait. Ça, c'est un déficit acquis, souvent dans l'âge adulte, où on ne supporte plus du tout le lait parce qu'il manque l'enzyme qui sert à séparer en deux parties la molécule de lactose, glucose, galactose. Et donc là, c'est des mécanismes enzymatiques. Pharmacologique, c'est plutôt un aliment qui va avoir une action pharmacologique dans l'intestin qui va permettre de libérer des médiateurs qu'on appelle l'histamine. Soit l'aliment en contient beaucoup, ou soit il va libérer, va favoriser la libération d'histamine, qui est le neuromédiateur chimique de l'allergie, de l'inflammation, que je développerai un petit peu après. Les réactions allergiques sont soit immédiates, donc là ça va être plutôt l'allergie au blé, l'allergie au gluten, il y aura des immunoglobulines E, là, IgE, ça veut dire immunoglobulines, ça veut dire anticorps. Et les réactions plutôt retardées, on va être plutôt dans l'hypersensibilité au gluten. Quelques petites bases, rappels ou découvertes d'immunologie. Donc, un allergène arrive dans l'intestin, dans la lumière digestive. On l'appelle aussi antigène, cet allergène. Il va passer la barrière grâce à une cellule qui va le prendre en charge, un globule blanc, qui va être amené au niveau d'un ganglion. Un ganglion, c'est c'est le système immunitaire qui a été délocalisé dans la paroi digestive. Et là, donc, le système immunitaire, il voit s'il connaît déjà cet allergène. S'il connaît déjà, il va réveiller les globules blancs qui sont dédiés à lutter contre cet allergène. Et hop, les gars, allez au boulot, on se multiplie. Et si au contraire il ne le connaît pas, il va créer des nouveaux globules blancs. Alors qu'est-ce que c'est les globules blancs? Ça va être les lymphocytes T et lymphocytes B. Le lymphocyte B, c'est celui qui produit des anticorps. Les anticorps, c'est les espèces de fourches là, comme ça, qui vont aller se fixer sur d'autres cellules, dont par exemple le mastocyte. Là, c'est une grosse cellule, c'est un gros globule blanc, le mastocyte, qu'on voit aussi à droite là-bas. Le mastocyte, lui, quand il reçoit l'allergène fixé sur l'anticorps, il va dégranuler. Dégranuler, c'est-à-dire qu'il va relarguer des granules qui contiennent les fameux médiateurs, dont l'histamine. L'histamine, c'est vraiment le principal, mais il y en a d'autres. Il y a plein de médiateurs chimiques que je ne citerai pas ici. Quelles sont les conséquences sur le plan digestif ou même cutané ou autre de relargage d'histamine? Ça va être donc un œdème, c'est-à-dire une vasodilatation, une dilatation des vaisseaux localement, alors soit dans l'intestin, soit sur la peau, ça crée de l'urticaire, ça vous connaissez tous aussi. Ça crée à l'inverse une constriction, une contraction des bronches. Là, c'est plutôt l'asthme. L'asthme, c'est vraiment connu que c'est un mécanisme allergique aussi. Parfois, pas toujours, mais... Et il y aura une augmentation de la perméabilité entre les différentes cellules de la barrière intestinale, là, pour laisser plus passer de cellules immunitaires et pour que localement, ils aillent éteindre le feu, en vrai, entre guillemets. Alors, la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une maladie systémique. Alors, systémique, ça veut dire qu'il touche potentiellement le corps entier. Elle est chronique, elle est inflammatoire et elle est auto-immune. Alors, auto-immune, pour ceux qui ne savent pas, je vais quand même développer un peu. Une maladie auto-immune, c'est une maladie qui s'attaque aux propres cellules du corps. Et c'est quelque chose qui est... c'est des anticorps qui sont créés de façon un peu aberrante contre des molécules, des enzymes, de notre propre corps. Et en l'occurrence, là, les auto-anticorps, ils vont aller se diriger contre des enzymes qui servent à métaboliser, hydrolyser le gluten. Donc,
l'enzyme transglutaminase. Donc il y aura des anticorps anti-transglutaminase, il y aura aussi des anticorps anti-endomysium, anti-gliadine. Gliadine, c'est une des protéines du gluten. Donc voilà, maladie auto-immune, ça c'est important. Ça touche principalement des femmes. Il y a 2 pics de fréquence d'âge. Choix chez les enfants, 6 mois, 2 ans, là c'est vraiment quand on introduit les farines de blé, tout ça. Hein, les bébés qui grossissent pas, qui perdent du poids, qui ont de la diarrhée. Et dans l'âge adulte jeune, 20-40 ans. En pratique, les découvertes après 60 ans, ça représente moins de 5% des maladies cœliaques. Pour faire le diagnostic, il y a une triade. Moi, j'ai retenu ça dans mes études. C'est une triade diagnostique qui se fait à plusieurs niveaux. Nous, en médecine, on parle de plusieurs niveaux. On ne va pas tout de suite aller faire une batterie d'examens. On va d'abord examiner les patients. L'examen clinique, c'est le premier niveau. On va écouter, entendre, rechercher, examiner des symptômes digestifs ou autres qui vont être liés à un facteur. Et le facteur déclencheur, c'est forcément l'absorption de gluten. Et donc l'efficacité du régime sans gluten, ça c'est un bon argument de diagnostic positif, a posteriori bien sûr, hein, mais ça nous dira, là c'est sûr que si ça veut forcément dire que le gluten est en cause, si ça marche bien de l'avoir enlevé. Deuxième niveau, c'est la biologie, ce qu'on appelle les sérologies, pour rechercher les fameux anticorps, la immunoglobuline A antitransglutaminase, ça c'est la principale, la première à faire. Troisième niveau, ça va être les biopsies. Les biopsies dans l'intestin grêle, les biopsies du duodénum. Le duodénum, c'est la première partie de l'intestin grêle. Lors d'une fibroscopie ou une endoscopie digestive, c'est la même chose. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le gold standard. Le gold standard, c'est vraiment l'examen qui fait foi et là, il n'y a rien à mettre en doute. C'est forcément ça. Il y a un quatrième niveau là, qui est en troisième, d'ailleurs, c'est la génétique. La génétique, en fait, c'est pas obligatoire, c'est pas un critère obligatoire, mais il faut quand même savoir que les malades qui ont une maladie cœliaque, dans 97% des cas, on peut rechercher dans leur ADN la présence du système HLA DQ2, DQ3. Alors c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ils ont un génotype particulier par rapport à d'autres personnes. Sachant que si on a ce génotype-là, on n'est pas forcément malade. Hein, on peut l'avoir sans être malade, mais les malades, ils ont 97% des cas ce génotype. Alors, des petites photos là, qui me tiennent à cœur, parce que moi je suis gastro-entérologue. Voilà, donc voilà. Vous avez une pince à biopsie dans l'intestin grêle qui va prendre un petit bout de la muqueuse. Une muqueuse digestive toute propre, toute belle, toute normale à gauche ici. Et l'autre muqueuse digestive, elle est un peu moins belle, elle est plus plate, plus rouge, plus fine, atrophique on l'appelle. En fait, en pratique, quand on va regarder ça au microscope, c'est le médecin biologiste qui fait ça, il va voir qu'en fait, il y a une atrophie des villosités intestinales. Les villosités intestinales, c'est ce petit aspect cérébriforme un petit peu là, qu'on voit aussi sur le schéma du milieu, qui permet d'augmenter l'absorption, la surface d'absorption des aliments. Alors forcément, quand c'est tout plat, il y aura beaucoup moins d'absorption et donc on crée une malabsorption intestinale. Bon, au microscope, on voit d'autres choses, notamment, je cite que ça, l'infiltration dans la première couche de l'intestin, de la muqueuse digestive, par des lymphocytes. Les lymphocytes, c'est les fameuses cellules immunitaires qui sont augmentées, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parfois, on peut trouver des complications. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme complications sur les biopsies ? Un excès de lymphocytes peut parfois provoquer un lymphome. Le lymphome, c'est une maladie où il y a trop de lymphocytes, un lymphome digestif, ou alors des ulcères, ou alors un autre truc qui s'appelle la sprue réfractaire. Alors c'est un peu compliqué, c'est vraiment de la spécialité, je ne rentre pas dans le détail. Les conséquences cliniques d'une malabsorption intestinale, ça peut être une dénutrition, un amaigrissement, des carences en vitamines, en micronutriments, en macronutriments. Quand on a une carence en fer, on peut développer une anémie. Ça, c'est assez fréquent comme signe d'appel digestif, ou éventuellement des douleurs abdominales. Mais la maladie cœliaque, ce n'est pas que l'intestin, c'est aussi des organes autres. Donc pourquoi pas des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Parfois, les rhumatologues viennent d'arriver des gens qui ont fait une maladie cœliaque et c'est le seul signe d'appel. Des troubles neurologiques, difficultés de sommeil, de concentration. En pédiatrie, ça va être bien sûr un retard de croissance, des enfants qui grossissent pas, qui grandissent pas, qui ont un retard pubertaire. Chez les femmes, éventuellement une perte des règles ou alors non-apparition des règles chez les jeunes femmes et une infertilité, ça peut être aussi un bon signe. Fatigue par éventuellement carence en fer. Douleur osseuse, ostéoporose ou fracture osseuse, ça c'est lié au fait qu'il y a une malabsorption du calcium et de la vitamine D. Forcément, calcium et vitamine D c'est absorbé dans l'intestin, donc les os ils vont pas pouvoir être enrichis par le calcium et donc il peut y avoir des fractures.
Les formes frontières, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, il peut y avoir en fait une atteinte dermatologique cutanée, là je vous ai mis une petite photo, qui ressemble un petit peu à de l'herpès, pour ceux qui ont déjà eu un herpès. En fait, il y a des petites vésicules qui sur la peau, et donc c'est herpétiforme, mais c'est pas du tout le virus herpès qui est en cause, là c'est vraiment la forme, l'expression cutanée de la maladie cœliaque. Si on fait une biopsie de la peau, on trouvera les mêmes anticorps, les mêmes cellules, les mêmes anticorps que dans les biopsies de l'intestin. Et la forme neurologique, l'ataxie au gluten, alors je vous avouerai que ça, j'en ai jamais vu, mais c'est des auto-anticorps qui sont dirigés contre des neurones du cervelet. Donc là, on a des difficultés de marche, difficultés d'équilibration, des gens qui ne sont pas stables forcément, parce que le cervelet, c'est un organe qui contrôle l'équilibre. Deuxième tableau clinique, l'allergie au blé ou allergie au gluten. Alors ça peut porter confusion, moi j'ai eu du mal aussi un peu à comprendre en préparant le topo, parce que soit il y a des anticorps, donc des immunoglobulines E, qui sont dirigés que contre des protéines du blé, par exemple l'albumine du blé, ou alors contre des protéines du gluten, et à ce moment-là, ça concernera plus largement les céréales contenant du gluten. Alors le mécanisme est différent. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est vraiment plus marqué, il y a vraiment des signes allergiques plus marqués, plus rapides. Dès qu'on l'absorbe, on peut faire des réactions allergiques, parfois jusqu'à des réactions très graves. Hein. Le choc anaphylactique, le choc allergique, ça c'est... on tombe dans les vapes, on tombe dans les pommes, hypotension, tachycardie, là c'est direct aux urgences, voire en réa. Le plus souvent, ça survient chez des gens qui ont un terrain atopique, un terrain allergique, qui ont déjà eu, je sais pas moi, un peu d'eczéma, un peu d'urticaire, un asthme, quelque chose d'autres allergies éventuellement. Et quand il y a une allergie alimentaire, le plus souvent, il n'y a pas beaucoup d'allergènes, c'est-à-dire que c'est un ou peu d'allergènes en cause. Il y a des kits spécifiques en biologie pour rechercher les anticorps, des kits commerciaux qui existent. Bon, ça, c'est vraiment du domaine de l'allergologue. Des tests cutanés où on va appliquer l'allergène sur la peau, puis on va piquer pour faire rentrer l'allergène dans la peau, puis il y aura donc de l'urticaire éventuellement qui va apparaître quand c'est vraiment l'allergène en cause dans l'allergie. Et on peut confirmer ça en mettant l'allergène sur la lèvre, le test de provocation labiale où on voit que c'est gonflé, il y a des petits boutons. Donc ça, c'est l'allergie. Donc beaucoup plus rare, mais ça touche plutôt les enfants, l'allergie au blé, en fait. Et souvent, on le sait plus tôt que la maladie cœliaque, d'ailleurs. Alors, troisième entité, l'hypersensibilité au gluten non cœliaque ou Non-Celiac Gluten Sensitivity en anglais, NCGS. Alors, si l'entité clinique a été décrite un peu plus récemment, où en fait, quand on absorbe du gluten, il va y avoir des signes cliniques digestifs ou extra-digestifs qui vont disparaître avec l'éviction du régime sans gluten. Donc jusqu'ici, ça ressemble beaucoup au reste. Sauf qu'en fait, cette maladie, elle est ni une allergie, ni une maladie cœliaque. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les autres critères de la maladie cœliaque ou de l'allergie. Il y a eu pas mal de publications dans les années 2000, et il y a eu même ce qu'on appelle 3 conférences de consensus, c'est-à-dire qu'il y a des experts qui se sont réunis pour quand même statuer sur ça. Donc ça travaille sur cette entité-là. La prévalence est mal connue, je vous ai dit tout à l'heure, de 0,5 à 6% de la population. Et il y a un groupe de patients quand même où c'est beaucoup plus fréquent, et j'en parler un petit peu après, mais dans 10 à 30% des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable ou un syndrome de colopathie fonctionnelle, ou encore, c'est quoi l'autre nom, trouble fonctionnel intestinal. Donc ça, c'est des pathologies digestives où il y a des signes cliniques, diarrhée, constipation, ballonnement, pas bien, les gens qui se plaignent de ça, mais en fait, on trouve rien. On fait des examens, on fait des biopsies, on fait des coloscopies, on fait tout ce que vous voulez, on trouve rien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des troubles fonctionnels. Et chez ces patients, on retrouve souvent cette entité-là. Il n'y a pas de données sur l'évolution à moyen et long terme, il n'y a pas de marqueurs biologiques spécifiques, il n'y a pas de spécificité non plus sur le plan génétique. Ils peuvent avoir le HLA DQ2, DQ3, mais ce n'est pas spécifique. Par contre, en histologie, c'est-à-dire sur les biopsies digestives, alors on ne trouvera pas l'atrophie villositaire, c'est-à-dire la table rase là, du côté des villosités, mais par contre, il y aura quand même pas mal de lymphocytes dans la muqueuse digestive, dans la première couche de la muqueuse, l'épithélium, donc qui fait dire quand même que c'est un mécanisme immunologique, un mécanisme immunitaire de cette maladie, avec des lymphocytes qui... Bon, pour l'instant, il n'y a rien de très spécifique, mais je pense qu'il y a moyen de faire un peu de recherche biologique sur ça pour trouver des marqueurs peut-être un peu plus spécifiques. Alors, quels sont les signes cliniques? Alors, je vous les donne à partir d'une étude italienne chez 486 patients, dont une majorité de femmes, âge moyen 38 ans. Qu'est-ce qu'ils avaient comme manifestation, ces gens-là? 87% de ballonnement, 83% de douleur abdominale, diarrhée, douleur épigastrique, nausée, aérophagie, reflux gastrique, constipation. Et ils ont aussi des manifestations extra-digestives qui sont très proches de celles qu'on trouve dans le syndrome de l'intestin irritable. Les gens qui ont un syndrome d'intestin irritable ou trouble fonctionnel, ils ont aussi souvent
un manque de bien-être, une fatigue un peu chronique, mal à la tête, anxiété, dépression, douleurs articulaires, douleurs musculaires. Voilà, donc tout ça c'est très polymorphe, donc le tableau clinique est un peu mal défini, ça part un peu dans tous les sens, parfois, et on trouve très fréquemment des signes qui peuvent faire diagnostiquer à la fois le syndrome de l'intestin irritable et cette pathologie-là. Des fois il y a des allergies associées, des fois il y a des maladies auto-immunes associées. Ça répond très bien au régime sans gluten, et ça rechute si on le réintroduit. Alors je vous ai mis une petite étude là où il y a 34 patients qui avaient le syndrome de l'intestin irritable et une suspicion d'hypersensibilité au gluten. Donc, on les met sous régime sans gluten. Donc, à J0, là, ils ont tous été bien soulagés. Ça va beaucoup mieux. Et hop, qu'est-ce qu'on fait? On re-challenge, c'est-à-dire on réintroduit le gluten pendant 6 semaines. Et au fur et à mesure des 6 semaines, tous symptômes confondus, douleur abdos, ballonnement, trouble du transit, pas satisfait de son transit, et fatigue, là, ça monte en flèche. Donc, ça prouve que vraiment, il y a une implication quand même du gluten, quand on le réintroduit en tout cas. Mais pas que. En fait, c'est pas si simple que ça. Dans l'hypersensibilité au gluten, il y a certainement d'autres éléments qui peuvent intervenir, comme les additifs ou les conservateurs alimentaires. On en a peut-être parlé ce matin, là, les glutamates, benzoates, nitrates, sulfites. Ça rend sensible de l'intestin. Et alors ça, j'insiste sur ça parce que on en parle beaucoup en nutrition et gastro en ce moment, c'est ce qu'on appelle les FODMAPs. Alors les FODMAPs, c'est un acronyme anglais qui veut dire glucides de faible taille, c'est-à-dire oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, des petits alcools sucrants, sorbitol, mannitol, malitol, tout ça, qui sont fermentescibles par les bactéries du côlon. C'est-à-dire que dans le côlon, quand ces aliments-là arrivent, les bactéries qui sont très présentes dans le côlon, elles en donnent à cœur joie, elles digèrent ça, mais elles font des gaz, et donc ça provoque forcément des ballonnements, des douleurs abdominales. On n'est pas bien avec ça. Qu'est-ce que ça concerne comme aliment? Donc pommes, pastèques, fruits exotiques, les laitages, ça c'est pour le lactose, légumes, choux, oignons, poireaux, les céréales, donc les céréales dont le gluten, et donc les édulcorants, c'est ce qu'on trouve dans les chewing-gums, dans le sirop de glucose, fructose, c'est plutôt le fructose, le miel, c'est plutôt le fructose. Bon, voilà. Donc ça, il y a vraiment quand même FODMAPs. Quand on fait un régime pauvre en FODMAPs, on va faire aussi un régime pauvre en gluten. Donc, bon, les deux entités sont un petit peu liées, mais on en parle beaucoup du FODMAPs. D'ailleurs, donc cette étude, 37 sujets, dont 31 femmes, qui ont le syndrome d'intestin irritable et l'hypersensibilité au gluten non cœliaque. Donc on a bien sûr exclu les gens qui avaient une maladie cœliaque. Pendant 2 semaines, ils font un régime appauvri en FODMAPs. Et après, on divise la population en 3. Premier groupe, on leur donne du gluten forte dose, 16 grammes par jour. Deuxième groupe, du gluten faible dose. Et troisième groupe, c'est le groupe contrôle. Donc là, c'est d'autres protéines qui ne sont pas du gluten. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, sur les courbes, vous ne voyez pas grand-chose certainement. Au bout de 7 jours, il n'y a pas vraiment de différence. Alors ça monte un peu parce que forcément, on réintroduit des choses, mais les 3 groupes ne sont pas différents, donc il n'y a pas de différence significative. Donc on se dit, est-ce que c'est vraiment le gluten qui joue là-dedans? Est-ce que c'est une hypersensibilité au gluten? En fait, peut-être que c'était plutôt les FODMAPs. Bon, alors, je suis en train de vous mettre un peu le trouble, mais voilà, les FODMAPs, finalement, certainement que dans l'hypersensibilité au gluten, à mon avis, ça joue aussi. D'autres situations cliniques peuvent faire justifier d'un régime sans gluten. Donc les sportifs de haut niveau, vous connaissez tous Djokovic, Tsonga et compagnie. Là. Alors c'est un petit peu un effet de mode. Il n'y a pas vraiment d'études qui prouvent que ça améliore les performances physiques, mais 56% disent que c'est pour ça qu'ils le font et seulement 0,5% ont demandé sur conseil d'un médecin. Dans l'infertilité, alors dans l'infertilité, des femmes qui ont une infertilité mais qui n'ont pas de maladie cœliaque, il n'y a rien de très prouvé. Alors, bon, elles peuvent essayer, mais par contre, dans la maladie cœliaque, c'est vraiment un facteur de risque. Une maladie cœliaque non contrôlée, on aura 3 fois plus d'infertilité. En rhumatologie, polyarthrite rhumatoïde, 25% des patients auraient expérimenté ce régime sans gluten et aussi sans lactose, parce que le lactose, ça provoque éventuellement de l'inflammation au niveau des articulations. La polyarthrite, c'est une inflammation chronique auto-immune aussi des articulations. La fibromyalgie, peut-être que vous connaissez aussi, c'est une maladie où il y a des douleurs, des polyalgies un peu diffuses, tendons, muscles, articulations, os. Le mécanisme n'est pas très bien connu. Il n'y a pas d'études puissantes qui prouvent que le régime sans gluten améliore, mais il y a des petites études de cohorte pas très puissantes, du coup 20 patients, là, où au bout de 16 mois de régime bien suivi,
100% d'amélioration des douleurs et rémission éventuellement de cette fibromyalgie. Psychiatrie, il y a quelques papiers dans l'autisme aussi, mais je passe rapidement. Le petit tableau que vous pourrez avoir avec les diapositives que je transmets sans problème, qui résume un petit peu ce que j'ai dit. J'insiste juste sur la première ligne. En fait, l'allergie, ça survient super rapidement, dans quelques minutes, quelques heures. Moins rapidement, en termes d'heures ou de jours, l'hypersensibilité au gluten. Ils vont quand même être assez rapidement gênés, les gens, si on leur réintroduit du gluten. Et la maladie cœliaque, c'est beaucoup plus insidieux, c'est beaucoup plus chronique. Et forcément, on peut naître avec une maladie cœliaque ou alors elle peut se développer avec l'âge, mais des fois, on apprend ça que bien des années après. Voilà. Je le conclue avec quelques petits points clés à retenir. Pour moi, en fait, suspecter le gluten, c'est pas compliqué, c'est assez logique. Le traiter, c'est-à-dire le régime sans gluten, alors je vais pas dire que c'est facile parce que, à mon avis, c'est plus compliqué que ça y paraît, mais le traitement, c'est pas compliqué en termes médicaux. Les médecins, ils se disent, oh, bah, c'est bon, allez, hop, régime sans gluten, tac, hop, c'est bon, vous ne revenez plus me voir, vous allez voir la diététicienne. Mais par contre, c'est la démarche diagnostique, c'est-à-dire faire le diagnostic, faire la différence entre les fameuses 3 formes dont je vous ai parlé, qui est plus compliqué. Et là, ça appelle à un bon examen clinique et interrogatoire, des examens de biologie, des biopsies et parfois de la génétique. Maladie cœliaque, allergie au blé, c'est assez rare, mais les complications peuvent être graves. Un choc allergique, je vous ai dit, ou un lymphome, une tumeur digestive qui se développe à partir d'une maladie cœliaque, c'est grave. L'hypersensibilité au gluten, c'est une entité plus récente qui est en fait un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire quand on a exclu les deux autres, bah, ça doit être sûrement ça. Il n'y a pas de marqueur diagnostique, précis, je vous ai dit. Peut-être qu'on en aura avec la recherche et avec les différentes conférences de consensus qui sont en train d'être mises en place. L'évolutivité, on ne connaît pas très bien. L'implication des FODMAPs, je vous en ai parlé. Et l'intrication avec les troubles fonctionnels intestinaux, encore une fois. C'est difficile parfois de faire la part des choses entre ces deux maladies. Le régime sans gluten, bon là je prêche un peu pour ma paroisse, mais à mon avis, il faut dès le départ, rapidement, avoir un avis d'un nutritionniste ou d'une diététicienne ou d'un diététicien, parce qu'il peut y avoir quand même des écueils, c'est-à-dire des carences qui s'installent, alors soit dès le départ ou soit après. Et en fait, les produits sans gluten, ça peut faire aussi prendre du poids, parce qu'il y en a certains qui sont plus hypercaloriques que d'autres. Alors là, je n'ai pas vraiment de données sur ça, mais j'ai lu ça quand même. Donc, c'est important d'être suivi au moins au départ, et puis de temps en temps, de retourner voir le diététicien ou le nutritionniste. Voilà, merci de votre attention. Et Bien, petite séquence questions sans tomber dans le cabinet médical, puisqu'après, le docteur il donnera ses heures de permanence pour des soins tout à fait privés, mais des questions qui peuvent intéresser tout le monde, des questions qui rentrent dans le cadre de notre journée. Là. Madame. Moi, j'ai une question, du coup. Comment est-ce qu'on peut différencier l'hypersensibilité au gluten et une sensibilité aux FODMAPs, en fait, du coup? Parce que dans la réalité, si on enlève le gluten et le lactose, on enlève à peu près tous les FODMAP en haut. Si on enlève les sucreries en plus, on y est, ouais. On va dire. Et de là, est-ce que c'est le lactose et le gluten qui posent souci, ou est-ce que c'est ces FODMAPs en fait? Comment est-ce qu'on peut savoir ça en fait dans le régime pour choisir ses aliments? C'est dur de faire la part des choses. C'est sûr que là, c'est sûr que faire un bon régime appauvri en FODMAPs, à mon avis, ça nécessite d'avoir bien réfléchi le truc, d'avoir des... Alors, les diététiciennes ne sont pas encore forcément toutes formées, mais à mon avis, ça nécessite d'aller voir une diététicienne qui cale ça. Alors, en effet, je pense qu'il faut procéder par élimination. C'est-à-dire qu'on va d'abord exclure l'un, exclure l'autre. Si ça continue, est-ce qu'il n'y a pas encore autre chose à exclure? Voilà, il faut procéder par étapes, à mon avis. Réinstaurer les choses aussi. Alors, on enlève tout et puis on réintroduit petit à petit les choses pour voir est-ce que c'est ça qui provoque les mêmes symptômes qu'avant. Je pense qu'il faut procéder comme ça. Autre question? Je vais revenir sur mes fameuses traces. J'ai bien compris qu'un régime sans gluten, les traces, c'est non. Mais sur les produits, souvent, c'est écrit traces possibles de gluten. Alors, en tant que consommatrice de produits sans gluten, comment je fais? J'en prends pas
C'est pas évident. Là, justement, là, je marquais régime d'éviction plus ou moins strict. Autant dans la maladie cœliaque, je pense que là, il faut être très strict parce qu'il y a des complications à long terme. Si on ne suit pas bien son régime sans gluten, à mon avis, il peut y avoir des carences ou des pathologies chroniques digestives qui peuvent s'installer. Autant dans les autres entités, alors, dans l'allergie, c'est pareil, l'allergie, c'est super strict, encore plus peut-être même. Mais l'hypersensibilité au gluten, ou d'autres gens qui font ça pour une cause rhumatologique, hein, je vous en ai dit, il y a plein d'autres causes de faire ça. Si c'est pas si strict et s'il y a des traces, est-ce que cliniquement les symptômes reviennent ou pas? Je suis pas sûr, moi, en fait. Mais je pense qu'on peut se permettre, voilà. Mais voilà, je vous parlais des médicaments, là, le Doliprane, tout ça, c'est pareil. Forcément, c'est minime dans l'amidon de l'excipient, mais c'est quand même important de connaître ça, à mon avis, les traces. Monsieur. Bonjour, merci déjà pour toutes ces explications. Pas simple. Une question simple. Des enfants, donc là on disait qu'il y avait effectivement un meilleur pic de détection entre 0 et 2, puis après c'était 20-40. Est-ce qu'on a besoin, parce que là dans le cas d'espèce, la maman est déclarée cœliaque, est-ce que les enfants, à quel moment on fait des tests ou des contrôles? Est-ce qu'il y a une périodicité de contrôle? Très bonne question, oui. Il y a un facteur de risque multiplié par 5 pour les enfants de parents, surtout de mères, je pense, mais qui ont une maladie cœliaque, ça c'est sûr. Le risque relatif est de 5. Donc, quand est-ce qu'on fait ça? Bonne question. Alors, moi, je ne suis pas du tout pédiatre, mais je pense que, avec l'expérience, alors souvent les parents cœliaques, ils inculquent ça à leurs enfants, et à la maison, souvent, quand il y en a un qui est cœliaque, enfin, je sais pas, les gens vont peut-être pouvoir nous dire ça, ceux qui ont cette expérience-là, mais souvent, voilà, on essaye de ne pas trop en manger, mais alors après, ce n'est pas une interdiction pour les enfants. Le lait infantile, alors il en existe certainement des laits infantiles sans gluten. Ouais, je sais pas trop comment. Hein? Oui, forcément c'est du. Ouais, je pensais plutôt voilà tout ce qui va être blédine, épicissant et tout ce qu'on va rajouter après. Ouais. Bien, je propose d'en rester là, de passer maintenant. Ah, il y avait une question. Non, vous avez le droit de. Je vous passe le micro. Bonjour, Céline Le Stinf à l'Herbiva Nutrition. Au niveau de la réglementation sur les produits sans gluten, on distingue les produits sans gluten et les produits à très faible teneur en gluten. Ouais. Donc on peut aller jusqu'à 100 ppm de présence. Est-ce que ça correspond à quelque chose de clinique ou est-ce que c'est un seuil technologique pour les industriels? Enfin, à quoi correspond ce 100? Parce que personnellement, sur le marché, j'ai jamais vu trop d'aliments qui revendiquaient une très faible teneur. On voit 100 ou on voit rien? Là, vous me posez une colle, je ne saurais pas vous dire. Cliniquement, je ne suis pas sûr qu'il y ait une... Ouais, je pense que les industriels ou les techniciens vont peut-être pouvoir plus vous répondre, mais ce seuil de 100 ou de 20, ouais, c'est vrai que 20, c'est pas beaucoup, c'est très très faible même. Je sais pas. Désolé. Bon, ok. Bonjour, Sandrine, diététicienne à Brindavoine à côté. Moi, quand j'ai commencé mes études, on conseillait d'introduire le gluten chez les enfants le plus tard possible. Ouais. Après 6 mois, je crois. Ouais, voilà. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai entendu des mamans qui venaient vers moi en disant que le pédiatre avait conseillé de l'introduire plus tôt pour éviter les allergies. Alors ma question est, quelles sont les dernières études et quels sont les derniers conseils? Dernière recommandation en pédiatrie. C'est ça. C'est pas sympa. Hein. Ouais, franchement, moi, j'ai jamais travaillé ça parce que je m'occupe pas du tout des enfants, ni en nutrition, mais peut-être que. C'est 6 mois. Hein. Ouais, moi, avant 7 mois, après 4 mois. Impérativement après 4 mois, avant 7 mois, faut pas le faire trop tard non plus. Et en général, c'est 6 mois. Ouais. Ouais. C'est ça, parce qu'au début, moi, ce qu'on m'a appris, c'est le plus tard possible. Oui, mais il y a eu des études et ils sont aperçus que quand on le faisait plus tard, ça augmentait le risque. Après, c'est pas pour ça qu'ils ne développeront pas. D'hypersensibilité, oui. Merci.